Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour tout le monde! Bienvenue à une tasse de tech. C'est une édition spéciale sans météo. Alain McKenna ici, avec Pascal Forget, en personne, en chair et en os, en veston, parce que c'est sérieux aujourd'hui. On fait une édition spéciale en direct de la GIC, qui est un événement de réseautage du secteur des TI qui a lieu à Québec. Alors, on a pris nos affaires, nos pénates, nos clics et nos claques, et nous sommes allés à Québec pour voir ça en personne, puisqu'on va recevoir tout à l'heure la présidente du comité organisateur de GIC, Isabelle Tremblay, pour parler de c'est quoi cet événement qui en est à sa 46e édition. Oui. Ça fait, si on enlève les années pandémiques, 50 ans ou presque que ça existe. C'est probablement la plus vieille conférence du genre. Oui. Je suis prêt à dire ça. Je pense que ça, même avant le CES. CES, c'est 60... Ah, dans les mêmes... Le CES, ça fait... Ben, c'est une autre partie de mon cerveau, en tout cas. C'est sûr que c'est un autre créneau des technologies. On est plus dans les TI, dans les technologies d'affaires. Oui. Mais il y a quand même des tendances. Imaginez-vous donc qu'on risque de parler d'intelligence artificielle. Non. Écoute, on va parler d'intelligence artificielle, on va parler de Cloudflare, on va parler de gros incidents, j'espère que vous n'avez pas été affecté. Ouais. On va parler de mots de passe, on va parler d'intelligence artificielle, et je l'ai dit une deuxième fois. Voilà. On va parler, mais de celle de Google et de celle de Microsoft. On va parler de meilleurs écouteurs Bluetooth sur le marché. Très curieux. On va parler d'une petite boîte à lunch qui permet de manger chaud, même si vous n'avez pas accès à un micro-ondes ou si vous ne voulez pas utiliser un micro-ondes. Vous allez voir ici, j'ai aussi un sac de voyage qui m'a été très utile. Je l'ai avec moi ici. Un sac de voyage en un. Ben oui. Fait que tu peux avoir deux petits sacs, un sac moyen, un sac plus petit. Je vous en parle, c'est Samsonite qui ne fait pas le sac Paralux de Samsonite. On va voir ça dans un instant. Juste avant de partir, nos espressos, ou dans ce cas-ci, nos allongés de tech, j'en ai un dans la main. Mentionner que nous sommes ici en partie grâce à nos partenaires qui sont TELUS et Plan Hub. Qui parlait de Plan Hub hier? Quelqu'un qui se magasinait un forfait sans fil. C'est vraiment essentiel. Hein? Il y a tellement de forfaits sur le marché. Si vous voulez vous faire une tête, avoir une idée des prix, les options qui vous sont proposées, comment payer, qu'est-ce que ça coûte d'avoir une option plus qu'une autre sur Plan Hub. Puis vous avez aussi Simbud, qui est leur site compagnon pour comparer les victimes. Ceux qui vont en voyage, ceux qui vont en déplacement, qui veulent plus de données. Et c'était le Vendredi fou qui s'en vient. Et qu'est-ce que ça signale quand le Vendredi fou s'en vient? Ça veut dire que les forfaits en solde débarquent chez les fournisseurs. Donc, c'est vraiment le moment d'aller comparer et d'appeler votre fournisseur. Par exemple, TELUS. Voilà. Et ça, je pense que c'est une astuce que tu mentionnes dans ton livre, Payer moins. Oui, que je n'ai pas avec moi en ce moment. Malheureusement. Je demande d'avoir une copie dédicacée depuis des semaines. Je lui demande à Alain, je veux une copie. Mais c'est pas un livre sur les services technologiques, tellement que les services de streaming audiovisuel, style Netflix, Disney+, qui en passant est maintenant groupé avec Hulu et ESPN. Ça coûte une fortune. Ça aussi, il faut magasiner et les spéciaux s'en viennent parce que ça aussi, à partir du Thanksgiving américain, on commence à faire des rabais, des spéciaux. À suivre. Mais avant, parlons de Cloudflare. Je ne sais pas si vous étiez là mardi matin, quand la panne a eu lieu. Mais les sites, écoute, c'est des gros sites, c'est 20% du web qui est tombé en panne tout d'un coup parce que Cloudflare, en fait, c'est une espèce d'outil de sécurité qui protège les sites d'un trop grand afflux de visites pas tout à fait légitime. C'est ça, qui valide les utilisateurs. Exact. Avant de te connecter au site, fais juste une petite vérification. Es-tu vraiment un humain? Des fois, on le voit sur les sites. Il y a une petite case à cocher, quelque chose comme ça. C'est Cloudflare. Tu étais là mardi. Moi, j'ai réservé une voiture avec Communauto. Ah oui? Et qu'est-ce que j'ai vu apparaître? Le message validation Cloudflare. J'ai dit, oups, si j'aurais pas mon auto à temps, j'avais un rendez-vous, ça a passé. La panne n'a pas duré si longtemps, mais il a quand même soulevé beaucoup de questions et d'angoisse. Le site X, l'ancien Twitter, ChatGPT, il y a des sites hébergés sur AWS parce que Cloudflare est intégré. Beaucoup de sites très grand public étaient inaccessibles. La presse était tout à fait accessible.
Parce que nous, on est à l'épreuve de choses-là. Mais écoute, 20% de l'Internet moderne, c'est quand même pas rien. C'est une panne qui a duré à peu près 4 heures, de, mettons, 6h30 du matin à... En fait, avant midi, on avait dit chez Cloudflare, on a tout réglé, c'est dans la poche, ne vous en faites pas. Mais ça rappelle la panne de AWS qui a eu lieu il y a 3 semaines, qui était aussi assez majeure et qui renforce l'impression que de plus en plus, l'Internet décentralisé tel qu'on le rêve depuis 50 ans n'est peut-être pas aussi décentralisé que ça, parce que ça prend une panne d'une entreprise critique et pouf, on perd une partie substantielle des citoyens. Plus l'entreprise est grosse, plus elle a besoin de services industriels, plus elle a de capacité. On parle plus juste de petits sites personnels, on parle de sites transactionnels qui ont des milliers, ChatGPT, des milliers de demandes par minute. On peut s'assurer que c'est pas n'importe qui se connecte. Je lisais il n'y a pas longtemps un article de l'éminent professeur de l'Université de Montréal, Pierre Trudel, dans Le Devoir, où il disait « Est-ce que Trump pourrait décider de couper l'Internet au Canada? » Et il touchait à ce détail-là d'un autre angle, évidemment, c'était géopolitique, mais c'est la même question. Si un groupe d'entreprises décide de cibler une personne, une organisation, un État, et dit « On ne veut plus desservir cette cible-là », c'est faisable et ça fait mal. Oui. Quand on enlève les services des géants américains, le web moderne n'a plus grand-chose. Donc, d'où l'importance de revenir sur la question de la souveraineté numérique. Oui. De dire est-ce qu'on devrait avoir notre propre infrastructure, nos propres services pour se prémunir d'une éventuelle panne, déjà à ce niveau-là, mais aussi des aléas géopolitiques, parce qu'on vit une époque où il y en a beaucoup. Et je relisais un vieux billet de mon site web où je parlais de la Russie qui faisait un test pour de fermer Internet. Un peu ce qui se passe en Chine avec la Grande Muraille de Chine qui peut permettre d'avoir un Internet interne. Et la conclusion était très drôle. Je ne sais pas si je citais quelqu'un ou si je me cite moi-même, mais grosso modo, vaut mieux avoir un Internet qui est limité, qui est juste à son pays, que pas d'Internet du tout. Non, mais si en cas de conflit, en cas de chaos, en cas de problème, vaut mieux avoir un Internet qui fonctionne au Québec, au moins on peut fonctionner, ou au Canada, versus pas avoir d'Internet parce qu'il y a une panne informatique aux États-Unis ou qu'il y a une panne informatique en Russie, qu'il y a une guerre commerciale. Fait que je trouve que la souveraineté des... J'aime bien me rappeler de l'époque où on avait nos BBS avec nos modems dans nos sous-sols et on s'entreconnectait entre nous, tous les opérateurs de ces babilleurs numériques. Ouais. C'était entièrement décentralisé. S'il y en avait un qui tombait, les autres prenaient le relais. Ouais. C'est une autre époque. Ouais. Évidemment, le côté business a pris d'assaut les technologies. Bref. Ouais. C'est toujours ça. Écoute, je veux dire ceci. Si vous voulez qu'on vous pirate, et qu'on fasse tomber votre propre Internet, touchez à rien, on va aller dans vos appareils connectés, admin, c'est parti. C'est flyé pareil, c'est NordVPN, le service de VPN NordVPN, a dévoilé la liste des mots de passe fuités qui sont les plus populaires. Et au Canada, c'est admin qui a pris la première place. Avant, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, les variantes comme ça, les 10 premières places, c'était encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 et les variantes. Ils sont toujours dans la liste avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Admin, c'est flyé, là. C'est que les gens connectent des appareils à Internet, peut-être des routeurs, peut-être des objets connectés. Par défaut, c'est souvent admin, que tu devrais immédiatement changer. Et là, les entreprises munissent d'antivirus, munissent de logiciels de détection de menaces, mais quelqu'un pourrait prendre le contrôle de leur caméra de surveillance, de leur routeur. Et là, tu fais, oups, ça peut être un gros problème. Il y a des histoires assez folles là, dans la liste canadienne des mots de passe les plus fuités. Il y a Galant 1, 2, 3. Il y a Stinky 1, 2, 4. Cutie 1, 2, 1 et Pelletier 1, 2, 3. À tous mes amis de la famille Pelletier, franchement. C'est très drôle, mais je me dis, il doit y avoir une histoire derrière ça. Est-ce que c'est une entreprise en particulier, l'entreprise Pelletier, qui a une fuite de données? Est-ce que c'est QT121? Je sais qu'il y avait un des mots de passe qui était très populaire, qui était celui d'un appareil industriel de tel modèle qui avait ce mot de passe-là par défaut. Fait que des fois, d'avoir le mot de passe Galant 1, 2, 3, c'est pas terrible. Les pirates peuvent s'emparer de vos données comme ça. Méfiez-vous. Bien, évidemment, c'est mots de passe qui ont fuité, donc on soupçonne qu'ils ont été changés, mais le mot de passe admin, en fait, c'est un bel indicateur
quand on achète un objet connecté et qu'on ne sait pas nécessairement comment ça fonctionne en arrière. Parce que on est dans techno, on connaît ça, on va dans l'interface web de l'admin de notre bidule connecté, quel qu'il soit, et on change ça. Mais quelqu'un qui achète un disque réseau, se casse pas la tête, branche ça, pouf, a quand même l'accès web admin sans le savoir. Donc, vérifiez ça. Et au fil du temps, les fabricants arrêtent de supporter avec des mises à jour de sécurité, et c'est là où ça devient un futur zombie pour les pirates qui vont accéder à ces appareils-là et les utiliser ensuite dans des opérations de déni de service, des DDoS qui font cracher des entreprises comme Cloudflare. Voilà. C'est pour ça que Cloudflare... J'ai bouclé la boucle. Et là, je me dis, les entreprises qui n'utilisent pas des services similaires à Cloudflare sont vulnérables à des... Ils disent, on n'a pas été victime. Ça ne veut pas dire qu'elles sont payées sécurité. Mais ils peuvent être victimes d'une attaque de déni de service, ce qui n'est pas évident. Tout est possible. Tu veux parler de Gemini 3? Écoute, on pourrait faire une mission complète sur toutes les nouveautés intégrées à la version 3. Et Google et Microsoft ont annoncé ça dans la même semaine en plus. Ça brasse dans le LLM, comme on dit en bon franglais. Google a annoncé donc mardi aussi, c'est un gros mardi, le lancement à peu près instantané de Gemini 3.0 qui remplace Gemini 2.5 dans la plupart des cas. Ça va tellement vite. Hein? Puis, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit ça en français, la versionnisation. Oui, si c'est une grosse mise à jour ou simplement des ajouts. Parce que 2.5, c'était pas après 2.4, c'était après 2. 2, 2,5, 3. Bon, en tout cas, peu importe. On nous a fait grâce de 2.6, 2.7, 2.8. C'est comme Apple avec ses .16.1 bêta 2. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, Gemini 3. Au-delà du nom, c'est tout de suite disponible, c'est intégré dans l'application Gemini que vous avez sur votre mobile. C'est un modèle d'IA générative qu'on dit le plus avancé, non seulement chez Google, mais dans le marché en général. On fait des tests chez Google. C'est le fun parce qu'on nous donne des rendus de benchmarking. Donc, on fait du banc d'essai avec les, mon Dieu, j'ai oublié le nom, là, les LM benchmark. Oui, ben c'est ça, c'est des tests qui nous donnent différentes tâches de réflexion, d'analyse, de génération et ainsi de suite. Parce que là, ça se complique dans le marché de l'intelligence artificielle générative parce qu'on peut... Il y a différentes façons de faire de l'IA, il y a différents outils de calcul derrière. Arriver au résultat qu'on espère, est-ce que c'est plus vite, plus précis, moins précis, c'est dur à évaluer. Mais dans l'ensemble, Gemini, c'est beaucoup amélioré. Il y a un détail qui va plaire aux gens qui utilisent beaucoup la conversation, c'est que l'IA va être moins inutilement flatteuse et plus factuelle. Ça va en décevoir certains. C'était pas une des critiques. Il y a des gens qui ont été déçus quand il y a eu la dernière mise à jour parce que justement, elle était moins affectueuse. Oui, bien évidemment, il y a tout ce marché des gens qui cherchent une amie. Ça, c'est quelque chose que clairement, Google ne cherche pas à faire, alors qu'OpenAI, on tente de jouer sur ce plateau-là avec ChatGPT. Mais chez Google, on voit vraiment ça comme un outil de productivité. D'ailleurs, la grosse nouveauté dans Gemini 3, c'est la capacité de comprendre le contexte. Et là, ça va probablement mener à des dérapages parce que comprendre le contexte subtil et non dit, c'est pas gagné d'avance. Oui. Et nous-mêmes, les humains que nous sommes, très intelligents, bien sûr, on fait des erreurs sur le contexte quand même des fois. Oui. La machine est-elle meilleure que nous? Est-ce qu'il y a un nouveau test de Turing qui s'en vient où on va détecter le contexte subtil? Je ne sais pas. Mais semble-t-il qu'on peut, grâce à ça, faire des requêtes, les fameux prompts, plus courts, plus concis, plus directs, sans donner le contexte, le rôle, l'objectif. Et Gemini comprend tout de suite ce qu'on veut. Oui, je l'avais prédit. C'est un gros bond en avant. Oui, je l'avais prédit ça, parce que si tu utilises dans un contexte professionnel, l'intelligence artificielle devrait rapidement comprendre que tu es, par exemple, qui tu es. Fait que dans les prompts, souvent, il faut indiquer « Je suis un expert en marketing, je suis un spécialiste en ressources humaines, je veux ». Il devrait le comprendre rapidement, puis ajuster à toi rapidement, sans avoir besoin à chaque fois. Je pense que c'est... Puis il y a aussi une question, le fait que ce soit moins friendly, sûrement qu'il y a moins de puissance de calcul. C'est moins nécessaire. Générer la flatterie. Bon point. C'est disponible maintenant. Il y a une version Deep Think qui va venir plus tard. Évidemment, il y a des grades selon ce que vous payez à Google pour y accéder. Donc, ne vous attendez pas à avoir la version Pro si vous ne payez pas pour la version Pro.
Pour les développeurs, il y a tout un volet, là, on n'en parlera pas parce que c'est compliqué, puis c'est long, puis c'est interminable, mais on a appelé ça en gros anti-gravity. Anti-gravity. Ça, je suis curieux. Il veut ouvrir la porte à travers des API, des choses comme ça, vers l'agentique qui repose sur Gemini et qui sera fait par des développeurs tiers. L'agentique, vous savez, c'est cette automatisation très poussée de tâches très précises. Oui, la spécialisation, l'accès, on va en parler puisque Microsoft a fait des annonces justement sur les dangers de l'agentique. Ah non. Oui, monsieur, il y a des dangers sur l'agentique. C'est assez subtil comme... On n'en parle pas même. Si tu veux, sinon on peut en parler. Mais regarde, si tu permets, si tu parles de Gemini 3, moi je parlerais de préparation de voyage puisque Google a fait plein d'annonces liées à l'intelligence artificielle. Entre autres, l'accès en français de offres de vol de Google. Et je trouve ça assez astucieux, ce que je comprends. Si tu vas pouvoir dire, j'aimerais trouver un voyage dans le sud. J'aimerais aller en Europe 14 jours. Peux-tu me proposer des itinéraires? Et là, je veux pas payer cher. Je veux un hôtel. Et là, tu vas pouvoir trouver des... Qui dit je veux payer cher? Non, je sais. Peut-être des gens qui ont moins de contraintes budgétaires, qui ont plus des contraintes de temps, contraintes d'horaire avec mes enfants, ma famille et tout. Je veux des vols directs, je veux pas des vols directs. Et il paraît que là, maintenant, ça fonctionne en français. Ça devrait simplifier le magasinage. Je me souviens la dernière fois que j'ai magasiné un vol dans le sud. Et puis, là, tu cherches pour Cuba. Là, tu cherches pour le Mexique. Là, tu cherches pour... t'as plein... Alors, si tu demandes comme ça, bien hâte d'essayer. Ça va être déployé au cours des prochaines semaines. Et l'autre chose que j'ai bien hâte d'essayer aussi, c'est Weather Next 2, qui nous promet des prédictions de météo plus précises que jamais. Ça ne me surprend pas parce que l'IA est très bonne à faire la météo, apparemment. Avec tous les modèles qu'on a, moi, j'ai l'impression, et c'est vraiment, vraiment étrange, que la météo est moins précise qu'elle l'était il y a quelques années. Avant, on nous disait, il va pleuvoir, il pleuvait. Maintenant, on ne sait plus, ça annonce de la pluie, il pleut plus, il neige pas. On veut tellement aller dans la précision. Je vais te témoigner de l'expérience inverse. Oui? Contrairement aux gags qu'on a ici à une tasse de tech à chaque semaine, je ne suis pas un féru de météo. Mais depuis un petit bout de temps, je reçois des alertes. Genre, il va pleuvoir dans 15 minutes. Et c'est généralement assez précis. Pour des prédictions très spécifiques, dans les prochaines minutes, ça marche bien. Mais souvent, j'essaie de prévoir dans les prochains jours. Et ça se complique. Encore une fois, c'est dans mon temps, on touchait la roche. Si la roche était mouillée, c'est qu'il pleuvait à l'aide. Ça, mon genou, fais de la goutte. Je le sais quand il va pleuvoir. Dans mon temps. Là, les gens qui ne nous regardent pas sur YouTube vont manquer le geste. Le beau geste. Je vous suggère de jeter un coup d'œil, liker notre page YouTube. Vous manquez quelque chose. Puis en plus, vous avez la GIC derrière. Ceux qui se demandent pourquoi on entend des éclats de voix, pourquoi on entend un bruit de fond, c'est parce qu'on est dans un endroit. Et voilà, en personne, un en face de l'autre en plus. Et voilà, donc, Weather Next 2. Et pour aller maintenant, la sécurité des agents de Microsoft. Microsoft veut présenter Windows comme un agentic AI. Comme un système agentique. Oui. Fait que grosso modo, au lieu d'avoir un système d'exploitation, je comprends que Microsoft veut positionner Windows comme des agents. Fait que tu aurais plusieurs agents dans ton ordinateur qui feraient différentes tâches, t'aider à rédiger un devoir, un travail, une proposition d'affaires, organiser tes documents et tout, ce qui va demander un accès à ton disque dur. Il va demander un accès à tes fichiers. Et là, je ne sais pas si tu vois qu'est-ce qui peut arriver. Injection de code. Si sur ton ordinateur, tu as un fichier malicieux, l'agent et ça, je trouve ça fantastique, l'agent va être considéré sur ton ordinateur comme un utilisateur. Oui, c'est ce que les TI, dans les départements TI les plus avancés, c'est comme ça qu'on perçoit les agents d'IA à venir. Ils vont avoir leur propre authentification, leur propre compte. Leur propre accès, exactement. Et là, on donne toutes sortes de bonnes pratiques. J'ai bien hâte de parler. On va interviewer des gens de différentes organisations. J'ai bien hâte de voir les bonnes pratiques. On va interviewer un agent d'IA.
On n'est pas rendu. Alain, on s'en parle dans quelques années. On va reprendre ce clip-là, puis on va rire en disant « je riais ». En fait, les IA qui vont nous remplacer vont rire de nous qui avons fait ce gag-là. Je n'ai pas parlé d'un service radio qui fait 3000 podcasts par jour. Mais c'est très, très fou. Fait que grosso modo, l'agent, on donne des bonnes pratiques, par exemple, que l'agent doit avoir des permissions moins élevées que les tiennes, jamais plus hautes. Tu veux que ton agent ait moins. On veut spécialiser chaque agent. Mais imagine, pour les gestionnaires de TI, tu n'as pas un utilisateur, tu en as 5, 6 et plus 6. À mesure que ça va se multiplier. Plus tu vas avoir d'agents dans ton ordinateur, plus tu vas avoir des agents, tu vas dire, oh non, je vais fusionner des agents. Et là, ça veut dire leur donner plus d'accès. Et là, tu gères le Zero Trust, la base que tu veux donner le moins d'accès possible par défaut à tes agents. Je trouve que c'est vraiment flyé. Autre chose qui va être importante, c'est que les agents de Microsoft vont avoir un registre qui vont permettre de valider qu'est-ce que l'agent a fait en ton absence quand tu vas faire autre chose. Parce que l'idée, c'est que tu peux lancer ton agent pour qu'il fasse des courses pour toi, qui organise tes fichiers, puis ensuite qui te dit « Oh, j'ai terminé, voici ce que j'ai fait ». On va avoir un rapport comme ça. Et évidemment, ça, ce sera pas... Il suggère, et ça, je trouve ça très, très drôle de dire, si tu ne sais pas ce que tu fais, fais-le pas. Ils vont dire aux gens des TI, si vous installez ça pour le fun, faites pas ça. Ça va être offert dans un Private Developer Preview pour les Insiders Windows. Ouais. Fait que c'est un Private Developer Preview, donc on va sélectionner des développeurs, probablement qui en font la demande. Ils doivent s'en faire ça vite quand même, parce qu'il y a vraiment une course. Exactement. Dans les agents. Ça va être dans Copilote très bientôt, ça va être intégré cet agentique-là. Fait que le fait que bientôt, on va avoir enregistré ces agents dans son ordinateur, pouvoir gérer ça va être complètement fou. J'ai hâte de voir. Ça va être la guerre entre les agents. Tu sais, on a des agents chez Google avec Gemini, des agents chez Microsoft avec Copilot, ça va... Est-ce que les agents vont pouvoir passer d'une plateforme à l'autre? Est-ce qu'on va avoir de l'interopérabilité entre les agents que tu crées? Tu as travaillé sur un agent Microsoft, tu vas pouvoir le déplacer sur un ordinateur Google. Est-ce que tu vas pouvoir le déplacer sur un ordinateur Mac? Là, tu as investi beaucoup. Là. C'est le casse-tête. Ben là, tu vas en fait, tu rentres le doigt dans l'engrenage et le bras va y passer. Parce qu'une fois qu'on va se commettre vers une plateforme sans interopérabilité. Exactement. Et qui dit compte d'utilisateur pour ton agent, ça veut dire probablement qu'il va falloir payer. Il y a une belle façon de monétiser ça. Arrête donc, Microsoft ne ferait jamais ça. Non, mais c'est fascinant parce que là, tu vas dire, on va t'en donner 2 agents, on va t'en donner 3. Si tu en veux plus, on te fait payer une licence supplémentaire. Et là, tu fais, oh mon Dieu. Oui, ou à l'inverse. Ou l'autre méthode, et ça se fait déjà dans bien des choses, c'est qu'on va te laisser automatiser une tâche gratuitement, mais pour compléter l'ensemble des tâches, ça va coûter des sous. Peut-être. Mais l'idée d'utilisateur, si tu veux gérer de façon sécuritaire, ça va te prendre plusieurs agents utilisateurs. Si tu ne veux pas payer cher, tu vas avoir un agent, mais qui va avoir des risques de sécurité beaucoup plus importants. Et là, ça va être au niveau de gérer qu'est-ce qu'on donne comme accès à chaque agent. J'ai hâte de voir ça. Tu voulais parler de... Non, attends, on va rester en intelligence artificielle, mais on va parler d'un truc. Moi, ça m'a vraiment impressionné quand j'ai vu la démonstration de ça. Il y a une mise à jour de macOS sur les Mac qui s'en vient. macOS 26.2. C'est Tao, la version de macOS. J'avais oublié. Et là, il est présentement en bêta 2. Il y a plein de petites nouveautés le fun. Entre autres, il y a un gros anneau lumineux qui va surgir à l'écran pour remplacer les anneaux lumineux qu'on achète. Un ring light. Exactement. Oui. Pour améliorer les appels vidéo. Et ça, c'est pas bête quand tu y penses. C'est juste que la caméra, là, va falloir qu'elle s'améliore. Quand je dis là, je dis au haut de l'écran des Mac. Parce que si la lumière est bonne, mais la vidéo n'est pas bonne, le problème n'est pas réglé. C'est très bon. Ça, c'est un bout du spectre. À l'autre bout, on va permettre, à partir de 26.2, le clustering de Mac. Ouh. Et là, ça, les gens de l'OQLF, ne m'appelez pas tout de suite, je vais l'expliquer. C'est de la grappe de calcul sur mesure, en fait, qu'on peut faire à partir des Mac qu'on a à la maison. OK. Il y a une nuance. À la maison, au bureau, peu importe où vous êtes. Fusionner. On s'adresse évidemment aux chercheurs qui sont en laboratoire, aux développeurs qui ont besoin d'applications de pointe. L'idée, c'est de permettre d'installer localement, sans accéder au cloud, des modèles d'intelligence artificielle extrêmement poussés. On nous a fait une démonstration avec Kimi K2, dont cette version-là avait 1000 milliards de paramètres. C'est beaucoup de paramètres.
et elle fonctionnait sur 4 Mac Studio connectés entre eux par USB-C, par le protocole Thunderbolt 5. Ce que je viens de dire là, c'est super important parce que pour que ça fonctionne, pour qu'on puisse mettre en groupe, en grappe, des Mac, il faut qu'ils soient équipés de Thunderbolt 5. Ça permet de brancher entre eux des Mac Studio, des Mac Mini M4 Pro, des MacBook Pro M4 Pro Max, mais pas le plus récent MacBook Pro M5 parce qu'il n'a pas Thunderbolt 5, il a Thunderbolt 4. Oui, ça prend un câble. Mais ça le dit. Ben, l'affaire, c'est ça, c'est que, dépendamment d'où on se situe, ça peut avoir l'air compliqué, mais ça peut avoir l'air super simple aussi parce que pour arriver au même résultat avec des vraies machines, des processeurs NVIDIA, des GPU NVIDIA, ça coûte premièrement beaucoup plus cher et c'est vraiment compliqué. Là, ça prend 4 câbles Thunderbolt. Des câbles longs comme ça, c'est 15$, 20$. Non, c'est pas que c'est coûteux, c'est juste que ça va demander une certaine organisation. Ça peut devenir bordélique rapidement sur un bureau, mais 4 Mac Studio qui doivent être connectés entre eux individuellement. Donc, ça prend 3 sorties Thunderbolt par Mac. Fait que tu as comme genre une douzaine de fils au total. C'est impressionnant, mais ça fonctionne. Thunderbolt 5, c'est 80 gigabits seconde de transfert de données x 3. On atteint on a une bonne performance et une latence à peu près inexistante dans l'échange de données. Et tout ça fonctionnait sur 4 Mac qui, mis ensemble, ne consommaient pas 500 watts d'électricité, ce qui est extrêmement faible. C'est 10 fois moins qu'un système plus traditionnel, comparable, qui ferait rouler une machine ou une IA avec 1000 milliards de paramètres. Et là, on touche à quelque chose d'intéressant parce que la consommation d'énergie, on le sait, c'est un gros défi en intelligence artificielle. D'ailleurs, la première chose que les gens disent tout le temps quand on parle d'IA, c'est que ça pollue parce que ça consomme beaucoup d'électricité. Et là, on sent qu'il y a des gros gains possibles. Et dans macOS 26.2, on va corriger, on va permettre une solution moins énergivore, parce qu'évidemment, chez Apple, on veut aussi attirer des développeurs, des gens qui travaillent sur l'IA. Et ce que ça permet de faire quand on fait rouler une super IA comme ça, c'est un compagnon de programmation pour coder, pour vérifier notre code, un outil de production, de génération de textes, d'images extrêmement puissant, de retouches, de vidéo, d'analyse de l'espace de données. C'est vraiment assez intéressant. On intègre aussi, et ça, c'est un truc le fun, une fonction qu'on appelle MLX, qui permet d'avoir un accès complet et direct aux accélérateurs neuronaux de la puce M5, qui quand même donne des outils aux développeurs qui sont assez intéressants, mais qui sont extrêmement nichés. Oui. On n'a jamais besoin de ça ici, là. Mais les gens qui en ont besoin savent qu'ils en ont besoin. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça éclate un peu le marché des outils d'IA. Cela dit, combien coûte un Mac Studio M5 bien équipé? Un seul? Un seul. Avec 512 gigaoctets de mémoire vive, c'est 9500$. Oui, mais c'est un demi-gig de mémoire vive, Alain, c'est complètement... un demi-téra. Un demi-téra? Ouais. Ça coûte cher. Parce demi-téra. Non, mais je veux dire ceci. Si vous trouvez que ça coûte cher, c'est pas pour vous. Parce que les gens qui ont besoin d'une grosse machine vont payer dans les 30, 40, 50 000$ facilement pour avoir une grosse machine. Et là, on peut le faire avec des Mac qui n'est pas nécessairement Mac Studio, mais pour une fraction du coût quand même. Donc, ça coûte cher, mais moins. Ben oui, c'est fou parce que c'est des trucs comme ça que tu investis des centaines de milliers de dollars pour un système informatique puissant. Là, tu peux le remplacer pour le quart du prix. Ouais. Tu peux te délocaliser, tu peux mettre ça dans tes bureaux régionaux. J'ai hâte de voir. Ils nous ont présenté le logiciel qui contrôlait les appareils Mac mis en réseau comme ça. C'est un logiciel qui s'appelle EXO, et qui était vraiment excellent à voir. Ça fonctionnait. Et on nous a montré aussi LM Studio qui existe. Et si vous voulez une IA ou un modèle de langage sur votre machine sans payer une fortune, parce que les LLM sont open source, LM Studio, c'est l'application qu'il vous faut. Ça se télécharge, c'est gratuit. Vous mettez les LLM de votre choix et vous pouvez fonctionner avec l'outil sur votre machine sans aller sur les serveurs. Ça travaille votre machine beaucoup. Ça prend un bon ordinateur. C'est pas un bon ordinateur. Mais ça existe et les gens qui sont derrière LM Studio ont dit le jour où 26.2, macOS 26.2 sort, on va permettre cette fonction-là, cette mise en graphe-là. Wow. Donc là, on atteint un nouveau niveau. Moi, ça fait longtemps que je suis dépassé. Je n'ai rien à faire avec une telle machine. On n'est pas dans la création d'applications ou d'outils aussi sophistiqués. Mais peut-être que bientôt,
les agents d'IA qui nous remplaceront seront animés par 4 Mac branchés entre eux par Thunderbolt 5. Une phrase que j'aurais jamais pensé dire avant maintenant. Être remplacé par 4 Mac. Aujourd'hui, c'est 4 Mac. Demain, 6, 8, 10. Ah, ou peut-être moins avec la puce M6. Peut-être moins. Thunderbolt 6, j'ai aucune idée. C'est ça le progrès. Un mot sur Meta, l'acquisition d'Instagram et de WhatsApp. Parce que ça a été décidé au moment où on a démarré l'enregistrement de la balado. Ça ouvre quand même une conversation qu'on pourrait avoir et qui pourrait être très longue sur les monopoles techno. La justice américaine a décidé que l'acquisition par Meta, à l'époque c'était Facebook, d'Instagram et de WhatsApp ne constitue pas une violation des règles antitrust américaines. Êtes-vous surpris? On a quand même tapé sur les doigts de Google il n'y a pas longtemps, avec aucune punition, pénalité concrète. Là, on dit, non, Meta, c'est super correct ce qu'ils font, malgré qu'ils ont une grosse partie du marché, disons, occidental des réseaux sociaux. Mais évidemment, avec TikTok dans le portrait, ça change la donne beaucoup. Donc, les États-Unis ont tranché. Pour eux, ce n'est pas une situation de monopole. Est-ce que l'Europe, qui se questionne sur les mêmes choses, va arriver aux mêmes conclusions? Ça va être à suivre. Et ce sera pour un autre épisode d'une tasse de tech. Parce que là, on va juste ouvrir cette nouvelle-là, la digérer un peu pour voir où ça nous mène pour la suite. Mais c'est quand même une nouvelle qui est assez intéressante. Et c'est aussi la dernière nouvelle de ce matin qui n'est pas liée à la journée GIC. On a parlé un petit peu des termes abordés dans la journée, l'intelligence artificielle, les agents. Et on va parler encore plus dans une petite seconde parce qu'on va recevoir la grande patronne de la GIC, Isabelle Tremblay. Restez avec nous à une tasse de tech. Pour une mise à jour sur l'actualité qui bouge d'heure en heure. Pour tout savoir sur ce qui se passe ici ou ailleurs. Abonnez-vous au balado Les Actualités Cogeco Nouvelles. Écoutez-nous partout, en tout temps. Sur votre application Cogeco Média. De retour à Une tasse de tech avec Alain Mekena et Pascal Forget. Bienvenue à Une tasse de tech en direct de la GIC 2025, 46e édition. Oui. C'est quand même un gros événement. Oui. C'est un des plus vieux dans son genre. 46e édition. La première édition a eu lieu en 1976. Il y a quelques années où il n'y a pas eu de GIC pour différentes circonstances, dont la pandémie. Mais première édition en 1976, 46 ans cette année, on est super fiers. C'est fou. Et vous aurez compris qu'on a avec nous une invitée, Isabelle Tremblay, qui est la présidente du comité d'organisation de la GIC. Oui. Bonjour. Merci. Bienvenue à une tasse de tech. Merci. Et je te trouve étonnamment fraîche. Toi, tu travailles depuis des mois là-dessus. Comment ça se prépare, un salon comme ça? C'est effectivement des mois de travail. Ça commence avec le recrutement de l'équipe de bénévoles parce que l'ensemble des gens qui font en sorte que cet événement-là a lieu, c'est une équipe de bénévoles, donc des gens de l'industrie qui s'impliquent pour la communauté de TI et d'affaires. Après, on brainstorm sur la tangente, la thématique qu'on veut donner à l'événement de l'année. Les événements se multiplient année après année, donc on doit ressortir et être original. On passe beaucoup de temps à réfléchir à ce qu'on veut donner comme proposition à chaque année. Et après, c'est le recrutement de nos conférenciers, montage de la programmation, faire la logistique de tout ça. C'est beaucoup de travail. Est-ce que tu as dormi un peu cette nuit? Oui, très peu, mais oui. GIC, à l'époque, c'est la journée informatique du Québec. C'est évidemment devenu d'autres choses. C'est un gros événement de réseautage, beaucoup. Oui. Mais c'est pas nécessairement axé sur les entreprises québécoises. Il y a vraiment des entreprises de tous les horizons. Qui vient ici et que cherche-t-il à l'événement? Bien, en fait, que tu mentionnes que c'était la journée de l'informatique, c'est tout à fait exact. On a maintenu l'acronyme GIC pour la pérennité du nom, mais au fil des années, c'est devenu autre chose que seulement l'informatique. Donc, c'est les TI et les affaires. Et effectivement, la mondialisation et l'avènement des grands joueurs américains dans le marché fait en sorte qu'on a ouvert nos horizons. Donc, on a des gros partenaires, Microsoft, Dell EMC, Cisco, Red Hat, Google, tout le monde est là. Donc, les grands joueurs et les firmes et les boîtes du Québec sont toutes présentes aussi. On a aussi des gens de la relève des universités et des cégeps qui vont être avec nous aujourd'hui. Oui, c'est important. C'est le genre de maillage dont on parle pour faire avancer les technologies au Québec depuis je ne sais pas combien de temps. Donc, c'est quand même un événement assez important pour ça. Il y a beaucoup d'actualités dans les technologies qui vont dans toutes les directions. Vous avez une masse critique de gens du secteur. Est-ce que c'est quelque chose qui est discuté ici? Est-ce qu'il y a des enjeux qui sont débattus ou c'est plus pour apprendre pour les best practices, les meilleures pratiques dans le marché, des choses comme ça? On essaie.
l'espèce de mission qu'on se donne quand on construit la programmation, c'est qu'on veut que les gens sortent d'ici avec quelque chose de nouveau qu'ils ont appris à mettre en pratique ou qu'ils ont une inspiration nouvelle pour le futur dans leurs organisations. Donc, le core je m'excuse pour l'anglicisme, mais le core de la journée là, de conférence, c'est vraiment de trouver des choses qui vont être éducatives et inspirantes. Et on a aussi un volet de conférences partenaires. Donc, ce sont plus des ateliers de travail et des démonstrations de produits qui sont présentés par les différents partenaires qu'on voit en arrière. On va parler avec plein de gens ici au fil de la journée. On va leur demander quels sont leurs défis technologiques, leurs défis TI. Oui. Au niveau de la GIC, au niveau du réseau Action TI qui chapeaute l'organisation et l'événement, en fait, est-ce que ces défis-là sont ceux auxquels on peut penser, la question de la souveraineté des données, des choses comme ça, la question géopolitique du moment? Est-ce que c'est des choses Absolument. Qui se discutent en ce moment? Ouais. Mais c'est un sujet incontournable, c'est un sujet qui est sur toutes les lèvres, surtout au Québec. Et le mot souveraineté est très chargé de sens pour le peuple québécois. Doublement, oui. Donc, oui, absolument. Mais d'un point de vue technologique et gouvernance, on se devait d'aborder ce thème-là. Donc, ça fait partie, et avec l'intelligence artificielle, qui est un des sujets très chauds de l'industrie, donc la souveraineté, l'intelligence artificielle. On a aussi une conférence d'ouverture qui parle de la fracture numérique. Okay. On est super fiers. Marc Janotte qui va ouvrir tantôt. La fracture numérique, c'est qu'on parle des gens qui sont un peu laissés pour compte dans cette transformation-là, qui n'ont pas accès à Internet ou qui n'ont pas la capacité d'utiliser ces nouveaux outils-là. Comment on accompagne ces utilisateurs-là sans les laisser derrière? La fracture numérique des gens, mais aussi des entreprises qui ne rentrent pas dans le mouvement, parce qu'on en parle de plus en plus. Surtout là, dans quelques jours, c'est le vendredi fou. Et là, tout le monde se précipite en ligne pour magasiner. Les commerçants québécois qui ne sont pas là, j'imagine, sont à risque de perdre des clients potentiels. Est-ce que c'est de quelque chose qui est discuté ici aussi? Le commerce en ligne n'est pas quelque chose qui est discuté dans la journée d'aujourd'hui, mais est-ce que ça fait partie des grands enjeux, la présence sur les réseaux, et ça fait partie dans le fond, ça fait partie des enjeux et de la visibilité que les commerces et que les firmes doivent avoir. Ça fait pas partie des sujets aujourd'hui, mais effectivement, ça fait partie des préoccupations du milieu, assurément. On parle pas souvent d'intelligence artificielle. Non, c'est ça. C'est très, très drôle parce que chaque épisode d'une tasse de tech, on a toujours des nouvelles liées à l'intelligence artificielle. Il y a eu des grosses annonces du côté de Google, de Microsoft au niveau de l'intelligence artificielle, le nouveau modèle de Google. Toi, est-ce que ça stimule, ça doit stimuler les affaires? Tu es chargé de comptes commerciaux chez Google. Oui. Donc, ça doit bouger beaucoup en ce moment. Là. Ça bouge beaucoup. Je vous dirais que c'est vraiment la grande course de l'intelligence artificielle pour les grands joueurs. La vitesse à laquelle les modèles et les nouveaux outils sont relâchés, sont publiés, c'est presque difficile à suivre tellement que ça va vite. Oui. Est-ce que ça stimule les affaires? Assurément. Il y a une curiosité, mais il y a aussi un besoin dans le marché pour faire plus avec moins. Puis ces outils-là sont clairement la réponse pour une bonne partie des besoins. J'aurais été curieux de savoir, c'est quoi le sentiment dans le monde technologique québécois? Parce qu'on parle beaucoup de la bulle de l'intelligence artificielle au niveau financier, au niveau même plus des États-Unis, en fait, avec les espèces de super startups comme OpenAI. Oui. Est-ce qu'ici, pour les entreprises, on est au stade de l'adoption, de l'étude, de l'analyse, ou on est vraiment rendu plus loin que ça encore? Au point de vue du Québec, les États-Unis sont un peu plus avancés que nous. Et c'est commun, puis c'est pas propre à l'IA, c'est propre à la technologie tout court. Ils ont une accélération qui est toujours un peu plus rapide que la nôtre. Au Québec, on a des entreprises qui sont bien en avant et qui ont procédé à une adoption un peu plus rapide. Mais je vous dirais qu'on est à la phase d'adoption encore, de comprendre ce que ça fait, de tester encore ce que ça peut apporter à l'organisation. Mais la volonté d'avancer, d'aller plus loin, elle est très présente et sentie. Donc, c'est super stimulant pour tout le marché, puis tous nos partenaires qui sont ici. Ça fait partie du focus pour le développement de leurs affaires, c'est clair. J'imagine que c'est perçu comme un outil pour accroître la productivité. Absolument. Aussi les revenus, des choses comme ça. C'est faire plus avec moins, pallier le manque de main-d'œuvre, s'assurer d'avoir une présence sur les réseaux, comme on parlait tantôt. Le self-service fait partie aussi. Il y a une génération qui n'est pas nécessairement intéressée à parler au téléphone avec des services à la clientèle. Donc, la proposition à travers d'autres canaux de communication fait partie aussi de ces réponses-là qui peuvent être desservies par l'IA. Et assurément que l'explosion des coûts, ça peut être une bonne solution, effectivement.
as-tu quelque chose qui m'a rappelé une conversation qu'on avait à tous les instants depuis des années, sauf depuis pas tellement longtemps, la pénurie de main-d'œuvre en TI, ça existe encore? Ça existe partout. On sort de plusieurs années où la consultation est extrêmement présente dans la plupart des marchés. Et la diminution de la main-d'œuvre disponible, ça demeure un fléau, un problème dans tous les secteurs économiques. Les technologies n'y échappent pas, surtout du point de vue, je pense au gouvernement et à différentes organisations québécoises. Donc, mais il y a clairement aussi la sous-jacence de faire plus avec moins, donc de garder le nombre d'employés qu'on a, mais d'accélérer et de donner un peu plus de services sans nécessairement gonfler le nombre d'employés. Ça donne une excellente réponse puis une alternative de service. La GIC, c'est combien d'exposants? C'est une trentaine d'exposants partenaires. On attend un peu plus que 1100 personnes aujourd'hui en termes de participants. Oui. Une dizaine de bénévoles, quelques dizaines de bénévoles plutôt, mais une trentaine de partenaires. On est vraiment contents. La réponse est excellente. Oui, c'est le centre des foires quand même qui est une belle place, bien occupé, bien chargé. Oui. Ça s'adresse à l'industrie. Oui, l'industrie des technologies, mais surtout aussi l'industrie du service financier. C'est les clients de ces gens-là, dans le fond. Services financiers, manufacturiers, secteur public. Les TI, c'est partout maintenant. C'est vrai. C'est plus une question de techie. Les TI, c'est partout maintenant. Donc, commerce de détail, c'est partout. Donc, tous ces gens-là sont propices à trouver une réponse à leurs besoins ici. Exactement. Donc, les gens qui ratent cette année peuvent revenir l'année prochaine pour la 47e édition. Ils peuvent revenir un peu plus tard. Ils peuvent se joindre à nous un peu plus tard dans la journée. La billetterie est ouverte. Oui, puis il y a plusieurs événements, de toute façon, avec Action TI, donc au cours de l'année. Oui. Et moi, il faut que je te demande absolument la question personnelle. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu as prévu quelque chose pour célébrer tous ces mois de travail? À la fin de la journée, est-ce que tu as quelque chose en tête? À la fin de la journée, on a le cocktail Gic Tonic qui va clôturer l'événement. Donc, c'est avec les participants, les exposants et tout ça. Et après coup, quand tout le monde aura quitté, on se rassemble avec tous les bénévoles, on partage un repas puis un bon verre de vin pour c'est bien cute. faire... c'est des bénévoles. Puis toi, tu fais ça en plus de ton travail au quotidien. Oui. Fait que, bravo. Donc, on va se rassembler avec l'équipe de bénévoles pour prendre un verre de vin, partager un repas puis finir notre journée en beauté. Puis on repart la journée de travail régulière demain matin. Écoute, nous, on est encore au café. Après tout, c'est une tasse de tech. Oui. On n'est pas encore à une coupe de tech. C'est pas bien non plus. Merci Isabelle. Merci beaucoup. Merci. Excellente journée. On est super contents. Ça va donner un super dynamisme à notre événement. On est contents de vous avoir. Merci. Nous, on va prendre une très, très courte pause pour aller chercher nos gadgets. On va finir notre balado. On va être toute la journée avec nos entrevues. Donc, vous irez voir ça sur le site de la GIC. Sinon, restez avec nous. Ça poursuit dans un instant. Une tasse de tech. Pour une mise à jour sur l'actualité qui bouge d'heure en heure. Pour tout savoir sur ce qui se passe ici ou ailleurs. Abonnez-vous à la balado Les actualités Cogeco Nouvelles. Écoutez-nous partout en tout temps. Sur votre application Cogeco Média. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bienvenue à Une tasse de tech. De retour à notre programmation normale. Oui. Je ne sais pas si on peut dire ça. C'est notre troisième segment. C'est le segment habituel où on vous présente nos nouveaux gadgets. Et toi, Pascal, sur la route, en tant que travailleur mobile, c'était difficile à dire. Oui. Tu as non seulement un sac à dos, mais tu as aussi une boîte à lunch. Oui. Est-ce que je commence par la boîte à lunch? J'aime ça manger chaud. C'est toujours bon. Moi, j'avais un ancien collègue. Aujourd'hui. C'est ça. J'avais un ancien collègue qui ne mangeait que chaud et j'ai trouvé pour lui la boîte à lunch qui s'appelle Uvi. C'est une boîte à lunch, mais c'est en fait une boîte bento. C'est là le format d'une boîte à lunch japonaise. C'est courant. Elle se branche dans la prise murale. Division à l'intérieur, donc on peut déplacer pour avoir une portion de riz, une portion de viande, ainsi de suite, comme on le désire. Ce qui la caractérise, c'est qu'en la branchant dans le mur, elle doit être branchée, il n'y a pas de pile dedans. On peut faire chauffer son lunch jusqu'à 70 degrés à peu près. C'est quand même chaud. C'est chaud, pas tant que ça. C'est chaud à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est pas si chaud que ça. Okay. Et ça prend une trentaine de minutes, sinon une quarantaine de minutes pour passer d'un aliment qui est à la température de la pièce
à 70 degrés. Fait qu'on est mal pris, il n'y a pas de four micro-ondes proche, c'est ça. C'est ça. Mais il faut le brancher dans le mur. Ça prend une prise de courant. En même temps, c'est avantageux. Tu n'as pas besoin de charger ton appareil. Tu n'as qu'à le brancher dans une prise murale. Il y a une version, j'ai la version UV de base, qui, elle, a besoin d'une prise propriétaire qui va jusqu'à 70 degrés. Il y a le UV Plus que je recommande fortement, qui est 100 $ américains, 20 $ américains de plus, donc une quarantaine de dollars de plus, mais qui, elle, fonctionne avec une prise USB-C. Donc, on peut plus universel. Plus universel, la prise de son laptop, par exemple, et permet d'atteindre une température plus élevée. Donc, si côté température, vous pouvez réchauffer votre lunch rapidement, le lunch qui est dans son sac, on le branche, ça charge 30 minutes à l'avance, il ne faut pas oublier. On peut aussi, et ça, je trouve ça intéressant comme fonction, démarrer une dose d'ultraviolet pour désinfecter l'intérieur de sa boîte. Le but, c'est d'éliminer l'espèce de petite odeur de moisissure ou de douteux. De vieux restants. Ouais. Je ne sais pas à quel point c'est 100% efficace, je ne suis pas microbiologiste, mais en activant le mode UV, on peut laisser sa petite boîte à lunch UV. Donc, la boîte à lunch UV. Combien UV. Ça coûte? C'est 80 $ US pour la version que j'ai ici avec la prise propriétaire. Celle que je vous recommande qui chauffe à une température plus élevée, c'est la UV+, qui est 100 $ américains. Elle est en promotion souvent, fait que vérifiez les stocks. Vous pouvez même manger chaud, mais c'est très joli, c'est assez léger, ça se transporte bien. Fait quelqu'un qui n'a pas accès à un micro-ondes ou qui craint les micro-ondes ou qui simplement le micro-ondes est plein de monde, en 30 minutes, tu as ton lunch qui est tout. Deuxième article. J'allais dire, ça se range très bien dans ce sac-là. Un sac à dos qui s'appelle le Paralux de Samsonite. Et encore une fois, quand tu es amateur de technologie, tu aimes ça, les gadgets. Les sacs à dos, quand tu as des gadgets, c'est important. C'est assez important. Et Samsonite a lancé avec la gamme de sacs à dos ici le Paralux. Un sac à dos 2 en 1. Et en quoi les 2 en 1? C'est que grosso modo, tu as un sac à dos qui, au départ, s'ouvre et tu as à l'intérieur une pochette qui se range comme une valise. Oh! Et ça, si vous avez déjà utilisé une valise avec une espèce de division zippée à l'intérieur, on peut ouvrir son sac à dos, ranger ses choses. Vous avez mes vieilles chaussettes, ceux qui nous regardent sur YouTube. On referme, on zip, ça ne glisse pas. On a un logement pour le laptop qui est ici avec un petit clip. Encore une fois, pour que quand on ouvre, ça se fait pas. Ça ne glisse pas. Mais surtout, des fois, on est en voyage, on a un gros sac à dos pour se déplacer de l'aéroport à l'hôtel, par exemple. Là, on veut faire une petite randonnée. Ça prend un deuxième sac à dos. Alors, on peut déplacer. Oui, puis c'est un deuxième sac à dos complet. C'est pas mal, ça. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on a une pochette à l'avant pour mettre, par exemple, ses billets. Est-ce que l'agent à la porte d'embarquement dans l'avion va te chicaner parce que ton sac est trop gros? Non, j'ai eu de la chance parce qu'il y a des gens, je me rendais compte la dernière fois que j'ai pris l'avion, des gens qui trichent allègrement, oui. Ils ont leur énorme valise à bord, ensuite un gros sac. Surtout que les sacs se dézippent essentiellement et là, tout de coup, double le volume de l'expansion. Fait que dans ce cas-ci, si jamais il y a un pépin, je crois que dans la plupart des compagnies aériennes, tu peux prendre ton sac à dos plus un objet. Alors moi, j'ai tout simplement divisé les deux. Ben oui. Et le deuxième peut servir aussi un sac à dos. Tu t'en vas à une expédition d'une journée, une petite visite, tu sors ton deuxième sac à dos qui a aussi ses sangles, ses courroies. Petit détail techno, il y a une petite protection ici pour ces articles. Encore une fois, on peut glisser ses documents de bord devant. Pochette pour les laptops, super bien pensée. Il y a même une petite pochette pour les AirTags. OK. Fait que si jamais vous avez une petite pochette ici pour le AirTag, ne jamais perdre, ne jamais égarer votre... Ne jamais le perdre, mais ce que j'aime moins, c'est que ce n'est pas détachable et elle est visible. Alors, si quelqu'un ouvre ton sac, il va tout de suite voir. Il l'enlève, j'avoue, tu peux l'enlever. Il pourrait le popper très rapidement. C'est un truc que je trouve un peu, j'aurais préféré peut-être une petite pochette cachée qui permettrait de glisser le traceur de son choix. Ben oui. Donc, un AirTag, une autre marque, des traceurs Samsung, par exemple, dans une pochette cachée qui pourrait servir aussi pour, je ne sais pas moi, des médicaments d'urgence ou de l'argent que tu voudrais cacher au cas où. Mais c'est un super beau sac bien conçu qui est 270 $. Oui, c'est cher des sacs comme ça. C'est pas donné, mais c'est bien construit, bien conçu, relativement léger. À vide, c'est un sac qui est très léger. Et j'ai adoré le fait de pouvoir partir avec le petit sac ou le gros sac.
Mhm. Et au moment de partir, ben, tu mets les deux ensemble et tu n'as pas deux sacs à trimballer constamment. Fait que ça, j'ai été assez Bien satisfait. ingénieux. Le Paralux de Samsonite. Puis vous voyez ici qu'il y a 2 kits complets, fait que 2 personnes peuvent se partager le sac si jamais on en a besoin. Les enfants sont tannés de porter le sac. Tu le disais à peu près le tien. Ben oui. Quelque chose de pas pire. Merci Pascal. Merci à toi. Efficace et complet. Ben, j'aime ça. Parlant de choses efficaces et compactes, c'est mon tour, n'est-ce pas? J'ai essayé ces derniers jours ces écouteurs-là. C'est le nom de l'appareil, c'est le Pro X. C'est pas super révélateur, mais la compagnie s'appelle Status Audio. Peut-être une publicité Facebook, peut-être vous a-t-elle achalé à plusieurs reprises parce que vous avez déjà magasiné des écouteurs Bluetooth sur Internet. Et cette compagnie-là prétend faire des écouteurs de très haute qualité. Et ce qui est particulier, en partant, c'est leur forme, très rectangulaire, très massive, qui va à l'envers de la tendance, où on fait de plus en plus des espèces d'écouteurs très pas filins, mais très minces, très profilés. Très petits ou très petits. Les très compacts. sont minuscules. Exactement. Et là, ce qu'on a voulu faire, c'est créer un espace pour avoir... Et ça me rappelle mon cégep parce que je me suis construit mes propres enceintes stéréo de Spotol à l'époque avec des composants. On voit. Et ça, c'est des écouteurs Bluetooth, des écouteurs boutons intra-auriculaires, 3 voix, comme les grosses enceintes qu'il y a dans un sol. Petit appareil. Et ça fait un son, ça n'a aucun bon sens. C'est vraiment les meilleurs écouteurs en leur genre que j'ai essayé depuis de nombreuses années. Ils ont une qualité sonore. Évidemment, ils sont compatibles avec l'espèce de standard Hi-Res Audio, là, qui est un protocole Bluetooth. Il y a de mémoire, il y a du PTX, lossless aussi là-dedans. Donc, on peut, dans l'autobus, avec l'annulation du bruit actif, écouter de la musique sans perte d'encodage numérique. Et là, je vous mets au défi d'entendre la différence dans l'autobus avec le bruit de fond entre juste un service de streaming et un service de streaming en lossless. C'est pas facile. Hein? Disons qu'on ne va pas s'énerver avec ça, mais la séparation des voix, des fréquences, avec les 3 transducteurs, on a écoute, les basses sont profondes. On a l'impression qu'on porte un gros casque avec des transducteurs d'au moins 40 mm, alors que là, on a des petits composants très compacts, typiques d'AirPods Pro, par exemple. Et puisqu'on compare avec les AirPods Pro, il y a évidemment une annulation du bruit active, passive par les embouts, mais aussi active, qui promet une réduction du bruit ambiant de 52 décibels. OK, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Parce que généralement, moins de 30 décibels, on dit c'est correct pour enlever les bruits très, très, très puissants, très forts, qui sont embêtants. Et malheureusement, on ne l'entend pas tant que ça. On n'a pas l'impression que c'est aussi efficace que l'annulation d'Apple sur les AirPods Pro les plus récents, qui sont peut-être les meilleurs écouteurs en termes d'annulation du bruit. Ce qui permet ensuite d'avoir un son plus fun quand on écoute de la musique, notamment. Là, on a moins d'annulation, mais on a un son plus riche. On a aussi dans l'application mobile, à la fois sur Apple iOS et à la fois sur Android, qui permet d'ajuster le son manuellement. Il y a un égalisateur avec des profils réglés par Status Audio, mais aussi par Nose, qui est une marque de composants audio super connue dans le marché des crinqués de l'audio, qui fait donc des pré-réglages. Et on peut aussi, en 5 ou 6 voix, créer notre propre égalisateur sonore. Donc, on peut ajuster le spectre à notre tour. Ajuster le niveau de ton son. C'est drôle, je touche jamais à ça d'habitude. Ben, si tu écoutes un balado, tu veux prioriser la voix. Oui. Si tu écoutes certains types de musique, tu veux prioriser les hautes fréquences. Si tu écoutes de la musique très pop, tu veux les fréquences intermédiaires parce que le synthétiseur, les choses, les instruments sont... Si tu écoutes de la vieille musique de vieux, comme moi, apparemment, tu veux un peu plus de basse, un peu plus d'aigu, tu veux une espèce de profil rock. J'allais un petit peu plus prononcé. Bref, ça permet de s'amuser. Oui, j'ai écouté ta playlist en venant à Québec et puis, vieux rock, Il y en a un petit peu. Il y en a pour tous les goûts. Et là-dessus, j'ai beaucoup aimé ça. Il y a évidemment un algorithme intégré qui utilise différents micros tout le tour des appareils pour isoler la voix, en fait, comme la plupart des plus récents écouteurs Bluetooth le permettent. Et ça permet d'avoir une conversation téléphonique d'assez bonne qualité aussi. On a 8 heures d'autonomie. On a un petit peu plus, je pense qu'on a 32 heures avec le boîtier. Ce qui est assez standard. On peut courir avec et transpirer sans problème. Je n'irai pas dans une grosse averse. Je n'irai pas me rouler dans la neige. Mais dans l'ensemble,
confortables, se portent bien. Ils ont l'air massifs parce qu'ils sont très rectangulaires, mais ils sont confortables et quand on les porte, ils sont juste distinctifs. Oui. On voit que tu as des écouteurs bizarres, Oui. mais ils sont pas comme wow. Tu sais, comme les écouteurs, Microsoft a sorti des grosses affaires rondes à un moment donné qui étaient vraiment comme un espèce de grosse sphère, un gros disque. On n'est pas là. Ça reste quand même dans le bon goût, fait que ça, on les félicite. Et tout ça, donc, très haute qualité, prêt pour l'audio sans perte et malheureusement coûte 426 $. OK. Donc, c'est pas donné. Mais c'est le top du top. Sur les oreilles. Faut les aimer. Je préfère ces écouteurs-là à ce que Sony propose dans ce créneau-là. Je mets toujours le numéro de modèle parce qu'ils ont un nom bizarre. Mais si j'avais à choisir, j'aime beaucoup ceux-là. J'aime beaucoup les AirPods Pro 3 pour la connectique, la détection de mouvement pour faire certaines fonctions, par exemple répondre à un appel du hachement de la tête. L'annulation de bruit sur les AirPods Pro est très bonne, mais la qualité sonore de ça, pour écouter de la musique, dans l'autobus, dans l'avion, sur la banquette, dans l'auto, ils m'ont convaincu absolument. Les Pro X de Status Audio. Ça peut faire un beau cadeau. Je soupçonne qu'il y aura peut-être un rabais pour le Vendredi fou, si jamais ça vous intéresse. Mais c'est la saison des nouveaux écouteurs et ceux-là en sont des bons. Si je peux me permettre l'emballage, la boîte est toute petite, plus petite que celle des écouteurs auxquels je suis habitué. Et mets-le donc pendant que tu fais la conclusion, pendant qu'on fait que j'enfile l'écouteur. Ben oui, comme ça les gens vont pouvoir le voir, ceux qui nous regardent sur YouTube. Je ne sais pas si je oublié quelque chose. Donc c'est correct, juste pour le voir. Pendant ce temps-là, je vais regarder les messages, je vais voir nos commanditaires, je cherche sur ma tablette. La tablette Remarkable. Je peux en profiter pendant que tu cherches pour mentionner, puisque nous sommes à la journée GIC 2025, qui est organisée par le réseau Action TI, qui est un OBNL avec lequel on a décidé de faire l'événement ici parce que c'est une belle activité et c'est un OBNL aussi. Donc, on n'est pas ici pour faire des montants lucratifs. Mais Réseau Action TI, donc, a d'autres événements dans les prochains mois, si ça intéresse les gens. Il y a le 17 mars de 2026, donc l'année prochaine, l'événement Datavor. Ça dit ce que ça dit, c'est chez HEC Montréal, dans le pavillon électrique. Données, comme son nom l'indique. Il est vraiment question de données massives, quoi faire avec les données et tout ce qui gravite autour de ça. Et au mois de mars, au 20 mars prochain, se terminent les candidatures pour les fameux prix Octas. Le gala, la soirée des Octas 2026, va avoir lieu le 4 juin prochain. Mais on est jusqu'à la fin mars. Les entreprises intéressées qui ont des projets TI dont ils sont très fiers peuvent soumettre leur candidature jusqu'à la 20 mars. Donc, vous pouvez surveiller ça. Les Octas, ça existe depuis toujours. C'est dans l'entreprise québécoise qui est parmi les plus prestigieux, les plus anciens dans le secteur. Posez votre candidature. Donc, vous avez jusqu'à bientôt pour poser votre candidature pour les Octas 20 mars 2026. On remercie TELUS, on remercie Plan Hub. On utilise la connexion de TELUS, on utilise Plan Hub pour choisir nos forfaits cellulaires. Cogeco Média pour la mise en onde qui distribue le podcast partout dans le monde. On remercie la GIC. Hey, merci de nous faire sortir. C'est la pause du midi pour les gens qui nous regardent sur YouTube. C'est pour ça que c'est plus tranquille. Il y a des super beaux kiosques l'an prochain. Réservez vos billets. On peut me lire sur pascalforget.com. Exact. Et Alain, on peut te lire dans la presse, entre autres. Tu as aussi une balado de voiture, on parle d'auto dans Ça tient la route. Ne manquez pas ça. C'est aussi en ondes, en fait. On félicite donc la décision de mettre ça en ondes parce que c'est du bon contenu. Mais nous aussi, c'est du bon contenu. Et il y en aura d'autres encore la semaine prochaine. Nous serons de retour à notre programmation normale. Donc, ne manquez pas ça. On se voit la semaine prochaine à une autre tasse de tech. Salut tout le monde! Pour une mise à jour sur l'actualité qui bouge d'heure en heure. Pour tout savoir sur ce qui se passe ici ou ailleurs. Abonnez-vous au balado Les Actualités Cogeco Nouvelles. Écoutez-nous partout, en tout temps. Sur votre application Cogeco Média.